Daniel avait 13 ans la première fois qu'il a fait un dunk. Il a couru dans l'allée, a sauté depuis le béton fissuré et a claqué le ballon dans le panier que Walter avait vissé au garage 2 étés plus tôt. Le panneau a tremblé comme un diable. Walter venait de finir la vidange du camion, la graisse encore sur les phalanges. Il a applaudi une fois, fort, fier, et a crié « Ne me casse pas le garage, Jordan ». Daniel a souri. C'était le dernier jour normal. Walter était un homme taiseux. Il réparait des choses, ne haussait jamais le ton. Il a travaillé 35 ans pour l'agence des transports de l'État. Il a pris sa retraite avec une pension. Il ne devait pas un foutu centime à qui que ce soit. Il n'était pas tapa accent grave-l'œil. Il ne buvait jamais beaucoup. Il ne jouait pas à des jeux. Mais il a élevé Daniel comme si c'était son propre sang. Il le récupérait à la garderie à 16 heures. Il l'aidait à surmonter les terreurs nocturnes. Il a payé l'appareil dentaire, les camps de football, ce premier chagrin d'amour quand une fille nommée Lassie a dit à Daniel qu'il n'était pas assez mature. Walter a simplement hoché la tête et l'a emmené prendre des milkshakes. Megan avait déjà cessé de rentrer dîner à ce moment-là. Le travail a été un enfer, disait-elle. Je suis juste fatiguée de la routine. Il cuisinait quand même. Du chili, des lasagnes. Il a même essayé une fois cette saloperie de pâtes TikTok pour eux deux. La plupart des soirs, l'assiette de Megan restait emballée dans du papier d'aluminium dans le frigo jusqu'au matin. Une nuit, elle n'y a pas touché du tout, ni au lit. Ce mardi-là, Walter est rentré tôt. Le salon paraissait étrange, des étagères nues, pas de chaussures près de la porte. La photo de famille de Yosemite avait disparu. Et Megan se tenait devant le placard du couloir avec 2 sacs de voyage et le genre de regard habituellement réservé aux formalités administratives. Ne rend pas ça plus difficile que ça ne doit l'être, a-t-elle dit, sans inflexion. Walter a regardé au-delà d'elle. Daniel était assis sur le canapé, les bras croisés, prétendant que son beau-père depuis 13 ans était invisible. ESPN bourdonnait en arrière-plan. Walter n'a pas parlé, il a juste marché jusqu'à la cuisine. Le robinet gouttait à un rythme régulier dans l'évier. Il a serré la poignée. Instinct. Puis il s'est retourné et a demandé, c'est à cause de lui. Megan a cligné des yeux une fois, n'a pas répondu. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, a-t-elle finalement dit. C'est fini. C'était tout. Pas d'excuses, pas de fureur, pas de reproches, juste fini. Et Daniel ne s'est même pas levé. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas regardé Walter dans les yeux, il a juste fait défiler son téléphone comme si l'homme qui lui avait appris à se raser et s'était présenté à chaque foutue réunion parents-professeurs n'était rien de plus qu'un bruit de fond. Le temps que la porte se referme derrière eux, Walter était déjà de retour dans le garage, les mains plongées dans le moteur de la vieille tondeuse à gazon. Il serrait des boulons qui n'avaient pas besoin d'être serrés parce que réparer des choses était plus facile que d'affronter ce qu'il ne pouvait pas. Il n'a pas dormi cette nuit-là. Il est juste resté assis dans le garage, regardant la lumière du Porsche s'éteindre. Les semaines suivantes ont été floues. Megan a emménagé avec un type nommé Ron, ou Dawn. Ou peut-être que c'était Rick. Walter n'a pas demandé. Il a juste continué à faire ce qu'il avait toujours fait. Tondre la pelouse, payer l'assurance, réparer le sèche-linge quand il gémissait. Il a vu Daniel une fois à la quincaillerie en train d'acheter de la peinture. Nouvelle couleur pour la chambre, a marmonné le garçon. Ils ne se sont pas pris dans les bras. Walter n'a pas pleuré. Ni à ce moment-là, ni devant personne. Mais le lendemain matin, il a fouillé dans le coffre-fort au fond de son placard, au-delà des actes de naissance, du testament, de l'acte de propriété de la maison. Il a trouvé un mince dossier marron étiqueté de sa propre écriture carrée, Daniel Adoption 2008. Il ne l'a pas ouvert tout de suite. Il l'a juste fixé pendant un long moment, puis l'a remis en place. Car si certains hommes rugissent lorsqu'ils sont trahis, d'autres attendent simplement. Et Walter, il attendait, comme un barrage sous pression. Silencieux, lourd et absolument inébranlable. Les premières semaines après le départ de Megan étaient remplies de ce que Walter appelait une mémoire musculaire émotionnelle. Il achetait toujours du jus d'orange sans pulpe parce que Daniel détestait la texture. Il laissait toujours la lumière du Porsche allumée, au cas où. Il vérifiait toujours son téléphone pour des messages qui n'arrivaient pas. Et occasionnellement, il y avait de brèves lueurs d'espoir. Un dimanche après-midi, Daniel lui a envoyé un texto, « Tu peux m'aider avec mon camion ?»
Il cale encore. Walter s'est pointé 30 minutes plus tard, boîte à outils à la main. Ils ont travaillé en silence, côte à côte. Walter a ajusté la tête de Delco, a montré à Daniel comment purger correctement le liquide de refroidissement. Un instant, on aurait presque dit qu'ils étaient revenus à quelque chose de normal. Daniel a même fait une blague sur le téléphone démodé de Walter. Ils n'ont pas parlé de Megan. Ils n'ont pas parlé de Rick ou de tout autre clone sans âme avec lequel elle nichait maintenant. Mais la fois suivante où Walter a proposé de passer, Daniel a répondu par un seul mot, occupé. Après ça, ce fut le silence radio. Pas de colère, pas de drame, juste une absence. Comme si quelqu'un baissait lentement le volume de votre vie jusqu'à ce qu'il soit à peine audible. Puis il y a eu le trottoir. C'était à la mi-novembre, le vent était glacial. Walter portait un sac de course, des haricots, du bœuf haché et des chips de maïs. Soirée chili, même s'il était le seul à en manger maintenant. Il a tourné au coin de la rue et les a vus. Megan, Daniel et Rick, ou Ron, peu importe, sortant d'une voiture. Walter s'est figé. Daniel, non. Le garçon, maintenant un jeune homme, plus grand, plus large, avec une mâchoire qui rattrapait enfin sa voix, a regardé Walter droit dans les yeux et n'a pas scié. Encore toi, a-t-il murmuré. Puis, plus fort, comme s'il voulait que les mots s'enfoncent, t'es juste l'ex de maman. Reste en dehors de notre vie. C'était tranchant, pas crié, mais chirurgical. Un scalpel, pas un marteau. Conçu non pas pour provoquer, mais pour transpercer l'homme qui avait pansé ses genoux, lui avait appris à lancer une passe en spirale, s'était tenu silencieusement derrière chaque projet de foire scientifique et s'était assis dans les gradins pendant 10 ans d'affilée, même quand Daniel ne jouait pas une seule seconde. Walter n'a pas tressailli. Il a simplement hoché la tête comme s'il confirmait la météo. Megan a ouvert la bouche, mais Rick a posé une main sur son coude et l'a doucement guidé vers l'avant. Ils sont passés à côté de Walter, ne se sont pas retournés. Au lieu de cela, il est rentré lentement chez lui, a posé les ingrédients du chili sur le comptoir de la cuisine, a traversé le couloir, a ouvert le placard à manteau, a cherché derrière les bottes d'hiver et a sorti une petite clé argentée collée à la paroi intérieure. Elle s'insérait dans le tiroir inférieur de son classeur. Celui avec la serrure rigide et le code à 3 chiffres gravés dans sa mémoire. Il l'a ouvert. Là, sous un dossier marqué « Impôt 2004 » et dans un carnet de timbres à moitié utilisé, se trouvait un document enfermé dans du plastique comme une relique. État de Californie, décret final d'adoption, formulaire 230. Date, 29 juillet 2008. Père adoptif, Walter James Holbrook. Mineur, Daniel Marcus Lynn. Statut, complété et non révoqué. Signé, notarié, scellé d'un sceau doré du greffier du tribunal du comté. Toujours juridiquement contraignant. Walter l'a fixé. Pas avec nostalgie, ni même avec tristesse, mais avec la même concentration calme qu'il utilisait pour réparer des essieux désalignés ou un câblage en court-circuit. Quelque chose de cassé qui devait maintenant être réparé. Il a glissé le dossier dans une enveloppe Kraft, l'a scellé, n'a rien écrit sur le devant, puis l'a glissé dans le tiroir supérieur et, pour la première fois depuis des semaines, Walter a dormi. Rick avait un drone. Bien sûr qu'il en avait un. Tous les 2 week-ends, Megan publiait des images de drones de leur randonnée familiale du dimanche dans des vignobles hors de prix ou sur des sentiers côtiers, avec Daniel traînant les pieds à contre-cœur pendant que Rick posait dans son gilet Patagonia signature. Elle légendait le tout avec des hashtags nauséabonds comme hashtag objectifs beau-père et hashtag ambiance famille moderne. Walter ne commentait jamais, n'aimait jamais, mais parfois, rarement, il cliquait juste pour voir si Daniel souriait encore. Il ne le faisait pas. Megan, cependant, rayonnait. La femme qui roulait autrefois des yeux devant les gens qui partageaient trop était devenue une marque ambulante. Sa biographie disait maintenant, maman, cadre marketing, amoureuse des couchers de soleil et des secondes chances. C'est cette dernière partie qui a remué le couteau dans la plaie. Les secondes chances, comme si elle les avait méritées. Mais sous les photos de brunch retouchées et le yoga au coucher du soleil, des fissures se formaient. La première est arrivée sous la forme d'un message vocal. Walter n'était pas censé l'entendre, mais une amie commune, Angie, de l'ancien club de lecture de Megan, l'a laissé sur son répondeur pour ce qu'elle a appelé un « malaise éthique ». Angie avait surpris une conversation lors d'une dégustation de vin où Megan l'avait entraînée. Apparemment, Megan avait récemment reçu une notification. Walter a écouté le message 2 fois.
Cette nuit-là, il a ressorti l'enveloppe Kraft, juste pour regarder. Pendant ce temps, Megan paniquait. Tony, le père biologique de Daniel, avait refait surface comme une plaque de moisissure. Sans avertissement, sans préambule, juste une lettre d'un avocat de la famille de 3e zone, timbrée et grossière. Le client cherche le rétablissement de la garde car l'abandon antérieur n'est pas documenté dans les registres du tribunal. Visite demandée, sinon garde exclusive. Tony n'avait pas vu Daniel depuis que le garçon avait 3 ans, et pour une bonne raison. À l'époque, il avait accumulé 2 condamnations pour conduite en état d'ivresse, avait fui l'État et avait prétendument trouvé Dieu quelque part en Arizona. Dernière adresse connue, une boîte postale liée à un ministère de prière par correspondance. Mais maintenant il voulait revenir. Megan a paniqué. Elle avait effacé Tony de sa vie si complètement qu'elle avait oublié que le tribunal ne l'avait jamais fait. Leur décret de divorce ne mentionnait aucun contact, mais il n'y avait pas de révocation formelle de la garde, pas d'adoption déposée à son nom parce que Walter s'était occupé de tout. Maintenant, elle faisait face à un vaurien en colère avec juste assez de base légale pour faire du bruit et juste assez d'instabilité pour le rendre dangereux. Sa première erreur a été de le sous-estimer. Tony ne voulait pas de temps parental. Il voulait un levier. Il se fichait de la moyenne de Daniel ou si le garçon aimait le pepperoni sur sa pizza. Tony se souciait de l'avantage, et le petit style de vie soigné de Megan, maison à Santa Rosa, retraite de yoga, air d'influenceuse sentait la personne avec des actifs à perdre. L'avocat qu'elle a engagé, un type à l'air désespéré nommé Elman, l'a assuré que Tony n'avait pas de dossier viable. Mais même les dossiers faibles coûtent du temps, de l'énergie, une réputation, et avec son travail déjà sur la sellette après une fusion récente, Megan ne pouvait pas se permettre de ressembler à un titre de journal, le cauchemar de garde d'une mère célibataire avec un ex-toxico-père biologique. Daniel, bien sûr, était furieux. Pas à cause de Tony. Il se souvenait à peine du type, mais parce que Megan faisait tout un plat de le protéger à nouveau. Une autre publication retouchée, je protégerai toujours mon fils. Je me battrai pour lui à chaque étape, avec une photo de Daniel fixant son téléphone en arrière-plan. Walter l'a vu, l'a lu 2 fois, puis a appelé un numéro qu'il n'avait pas composé depuis plus d'une décennie. Le bureau du greffier du comté. Bonjour, dit-il calmement. J'ai besoin de confirmer le statut d'un dossier d'adoption de juillet 2008. Mon nom est Walter Hall, et j'ai les papiers juste devant moi. Les rendez-vous au tribunal, Megan l'a vite appris, n'étaient pas glamour. C'étaient des marathons sous une lumière fluorescente, avec du mauvais café, des avocats nerveux et des familles qui s'effondraient au ralenti. Son esthétique de « maman guerrière » ne fonctionnait pas aussi bien dans le département 3B du tribunal de la famille. Personne ne se souciait de son Instagram, ni des images de drone de Rick, ni des coupe-vents Patagonia assortis. Ce qui les intéressait, c'était la documentation. Et Megan, malgré ses blazers chics et son ton professionnel, en manquait. Tony s'est présenté à la première audience avec une chemise à boutons froissés et des vents aux semelles décollées. Son avocat est arrivé en retard. Il sentait la nicotine et une eau de Cologne bon marché qu'on trouverait dans les toilettes d'une station-service, mais il a apporté une déclaration sous serment de 5 pages remplie de jargon, de chronologie, de lacunes et de surveillance de la garde, et un point accablant, il n'y avait aucune résiliation formelle de ses droits parentaux enregistrés au tribunal. Megan a essayé de s'adresser directement à la juge, quelque chose sur la santé mentale de Daniel et l'instabilité de Tony, mais elle ment, son avocat à moitié réveillé, l'a écarté d'un geste. Gardez ça pour l'examen de la requête, a-t-il marmonné en mâchant un antiacide. Pendant ce temps, Tony s'est penché vers Daniel dans le couloir et a dit, assez fort pour que tout le monde entende, je vais t'apprendre à être un vrai homme, pas comme les faux que ta mère ramène à la maison. Daniel a serré la mâchoire, n'a rien dit, mais n'a pas regardé Megan. La nouvelle du désordre s'est répandue rapidement dans leur ancien cercle de banlieue. Une des mères de l'association parents-professeurs a appelé Angie. Angie a envoyé un texto à Walter. C'était un jeudi après-midi. Walter réparait un poteau de clôture dans le jardin quand le message a vibré. Je pensais que tu devrais savoir. Megan est au tribunal. Le père biologique essaie d'obtenir la garde. Il est resté là un moment, tenant le marteau comme si quelqu'un venait d'appuyer sur pause dans le monde. Cette nuit-là, il a ouvert l'enveloppe Kraft pour la 3e fois. Pas par sentimentalisme, mais pour la clarté. Le nom en haut, le sien, la signature, la sienne, le sceau, du comté, scellé. Il y a 12 ans, c'était définitif.
Il n'a pas appelé Meghan, n'a pas envoyé de texto à Daniel. Au lieu de cela, il a cherché le numéro de dossier du tribunal qu'Angie lui avait mentionné, a trouvé l'emplacement du dépôt et a déposé une demande formelle via le bureau du greffier. Motion pour assister à l'audience. Statut, tiers intéressé. Pas de drame, pas de théâtre, juste une copie numérisée du décret d'adoption et une case cochée comme « intéressé par le bien-être de l'enfant ». Meghan ne l'a appris qu'à la deuxième audience. Elle passait en revue sa déclaration préparée quand elle lui a tapé sur le bras. Vous n'avez pas mentionné qu'il y avait un père légal enregistré. Quoi? Elle a cligné des yeux. Il n'y en a pas, Walter est juste mon ex. Il n'a jamais été un. Elle a tourné l'écran vers elle. Holbrook, Walter J. Décret d'adoption légale déposé en juillet 2008. Statut actif. Meghan l'a regardé comme s'il avait surgi de son passé pour s'incruster dans la salle d'audience. Peut-il même faire ça, a-t-elle sifflé. Elle a haussé les épaules. Si le décret est actif, il peut assister. Peut-être plus. Ce jour-là, Walter s'est assis en silence au dernier rang de la salle d'audience. Pas en costume, juste une chemise repassée, un jean et les mêmes bottes qu'il portait tous les jours depuis sa retraite. Il n'a pas parlé, n'a pas établi de contact visuel, mais Daniel l'a vu. Et Meghan, elle n'a pas dit un mot, car pour la première fois depuis des années, Walter n'était pas quelqu'un à ignorer. Il était une ombre de son passé, et il venait de remonter sur le ring. Tony est entré en se pavanant à la troisième audience comme s'il passait une audition pour la garde, pas une procédure judiciaire. Il portait une veste en cuir avec un poignet déchiré et un jean qui semblait sorti d'un bac de don. Son avocat était nouveau, un gamin tout droit sorti d'une école du soir qui a mal prononcé, à l'amiable, lors des déclarations liminaires. Mais Tony s'en fichait. Il est entré bruyamment, souriant trop largement, appelant Daniel, champion, et proposant de l'emmener à un match des Clippers. Peu importait que le garçon ait porté un sweat des Warriors chaque hiver depuis la 4e. Puis, il a posé les yeux sur Meghan, s'est penché dans l'allée et a murmuré théâtralement, « Je parie que tu ne t'attendais pas à ce que je riposte, hein ?» Meghan s'est accrochée à son sac à main comme s'il allait exploser. Au tribunal, Tony s'est lancé dans une tirade sur la façon dont Meghan avait empoisonné l'esprit de son fils, comment elle ne lui avait jamais donné la chance d'être un père, comment elle vivait luxueusement de la pension alimentaire tout en gardant Daniel éloigné de ses vraies racines. Il a utilisé des mots comme « lavage de cerveau »,« manipulation » et, à plusieurs reprises, « aliénation ». La juge, une femme blême avec la patience d'une mèche allumée, a regardé Tony comme s'il était une fenêtre pop-up de logiciels malveillants particulièrement tenace. Vous alléguez une aliénation parentale, dit-elle lentement, mais nous n'avons aucune preuve que vous ayez tenté de prendre contact entre 2009 et 2023. Tony a haussé les épaules. Je ne voulais pas faire de vagues. La juge a haussé un sourcil. Mais maintenant vous voulez la garde principale? Elle est instable, a-t-il insisté en montrant Meghan du doigt. Demandez autour de vous. Regardez ses publications. Elle exhibe mon fils comme un trophée dans cette fausse vie de beau-père. Regardez ce type avec qui elle est. Il essaie de me remplacer. L'avocat de Meghan a levé les yeux de ses notes juste assez longtemps pour marmonner, objection, oui dire. C'était faible, mais inutile. La juge parcourait déjà la vérification des antécédents. Et c'est là que le vrai pot aux roses est apparu, 2 ordonnances de protection active, une d'une ex-petite amie à Reno, une autre d'un ancien propriétaire, un historique de chèques sans provision, un mandat d'arrêt de 2016 pour avoir manqué un cours parental ordonné par le tribunal à Flagstaff. Le plus accablant de tous, plus de 47 000 $ de pension alimentaire impayée au nom de Daniel Marcus Lynn, son propre fils. Tony a tenté de pivoter, a prétendu que le système avait perdu ses paiements, a blâmé un comptable escroc à Las Vegas, a dit que son parcours de foi l'avait maintenu hors des radars pendant quelques années. La juge lui a demandé directement, « Où habitez-vous maintenant ?» Ça dépend, a répondu Tony avec un sourire narquois. En ce moment, je suis chez un ami. Un silence épais s'est abattu sur la salle. La posture de Daniel s'est affaissée de plusieurs centimètres. Il n'a pas parlé. Il respirait à peine. Mais pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, il s'est tourné vers Walter, assis au dernier rang, juste un instant. Pas en suppliant, pas en pleurant, juste en vérifiant. Comme un enfant qui vérifie si les lumières sont toujours allumées dans le couloir. Meghan l'a senti. Elle a essayé de prendre la main de Daniel, mais il l'a retirée avant qu'elle ne puisse le toucher.
Sa voix s'est brisée quand elle a parlé, « Votre honneur, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour lui. » J'en suis sûr, l'a interrompu la juge en fermant le dossier avec un claquement silencieux. Mais jusqu'à présent, aucun des parents biologiques n'a démontré une stabilité juridique suffisante pour soutenir une modification de la garde. Elle a fait une pause. Et la présence d'un père adoptif légalement reconnu dans cette affaire vient tout compliquer. Meghan a cligné des yeux. Il n'est pas. Mais la juge ne la regardait pas. Elle regardait Walter. Monsieur Holbrook, je comprends que vous avez demandé le statut d'observateur. Prévoyez-vous de rester passif dans cette procédure? Walter s'est levé. Sans précipitation, sans hâte. Il a simplement dit, je ferai ce qui est le mieux pour le garçon. Et il s'est rassis. Tony a ricané. La mâchoire de Meghan s'est crispée. Mais Daniel n'a rien dit. Il s'est simplement retourné et n'a regardé aucun des deux. Le troisième jour de l'audience a commencé comme les autres. Formalité enveloppée de tension. Meghan portait un blazer bleu marine cette fois, les cheveux tirés plus serrés que d'habitude, les yeux se déplaçant comme un joueur de poker qui perdait continuellement des mains qu'il était sûr de gagner. Tony est arrivé avec 10 minutes de retard avec un MC muffin froid et un air d'eau de Cologne aigre. Daniel s'est assis à côté de Meghan, les bras croisés, la capuche relevée, des écouteurs dans les oreilles bien qu'aucune musique ne jouait. Walter est entré seul. La même démarche lente, le même rythme d'ouvrier, pas de mallette, pas d'avocat, juste une enveloppe Kraft scellée soigneusement rangée sous son bras. Il a hoché la tête au greffier. Il s'est assis au deuxième rang cette fois, pas au dernier. Assez près pour entendre chaque mensonge atterrir. Alors que la juge s'installait, feuilletant un dossier de notes des jours précédents, l'huissier s'est avancé avec un léger coup sur son bureau. « Madame, j'ai reçu ceci de monsieur Holbrook ce matin. » La juge l'a pris sans lever les yeux, a glissé un ongle sous le seau, a sorti 3 papiers agrafés et certifiés d'un filigrane du tribunal si vieilli qu'il ressemblait à un fossile. Elle a lu la première page une fois, a cligné des yeux, l'a relue, plus lentement. Meghan l'a remarqué, s'est redressé. Daniel, inconscient, faisait défiler son téléphone. Tony a marmonné quelque chose de grossier sur le gouvernement qui traînait les pieds. La juge s'est éclairci la gorge. Pour mémoire, dit-elle lentement. Ce document semble être un décret d'adoption finalisé daté du 29 juillet 2008. Il confirme que la garde légale et les droits parentaux de Daniel Marcus Lynn ont été transférés en permanence à Walter James Holbrook. Silence. Silence complet. On aurait pu entendre l'ego de Tony se dégonfler. Les yeux de Meghan se sont écarquillés, la bouche ouverte à mi-souffle. Daniel a levé les yeux comme s'il venait d'être giflé pour le sortir d'une transe. La juge a poursuivi, sa voix clinique mais tranchante, cette adoption a été légalement exécutée, signée par les 2 parents biologiques à l'époque, et n'a jamais été révoquée ni contestée. Elle prime sur les revendications biologiques à moins d'être résiliée par une procédure judiciaire ultérieure. Elle a posé les papiers avec le poids d'un maillet. La voix de Meghan s'est brisée la première. Ça ne peut pas être vrai. Je veux dire, oui, nous l'avons signé il y a des années, mais il n'est plus impliqué. C'était symbolique. Walter était juste gentil. Les yeux de la juge n'ont pas bougé. Un symbolisme juridiquement contraignant, a-t-elle répondu. Jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Tony, stupéfait, a laissé échapper un petit rire. Vous voulez dire qu'il a son mot à dire maintenant? La juge s'est tournée vers lui, les yeux perçants. Monsieur Holbrook a plus que son mot à dire. À l'heure actuelle, il est la seule partie dans cette salle avec une revendication de garde légalement incontestable. Walter n'a pas parlé. Il n'a pas jubilé. Il est juste resté assis, les mains croisées, le visage illisible, comme un homme regardant un incendie consumer une maison dont il a déjà déménagé. Daniel l'a regardé comme s'il ne l'avait jamais vraiment vu auparavant. « Tu es toujours sur les papiers ?» demanda-t-il doucement, comme si la question elle-même avait un goût étrange. Walter l'a regardé dans les yeux. « Je ne me suis jamais retiré, fils. » Meghan a essayé de parler à nouveau, mais personne ne l'écoutait. Ni la juge, ni l'huissier, ni même Daniel. Car pour la première fois en 3 jours, la salle d'audience ne tournait pas autour de la réalité soignée de Meghan ou de la tentative de rédemption erratique de Tony. Elle tournait autour d'une enveloppe scellée et de l'homme silencieux qui n'avait jamais eu besoin d'un podium pour revendiquer ce qui avait toujours été à lui. Les yeux de la juge se sont légèrement plissés alors qu'elle tournait à la 2e page du dossier d'adoption,
les lèvres pincées, traçant un paragraphe avec son index. Sa robe a bruissé alors qu'elle bougeait sur sa chaise. La sténographe du tribunal a arrêté de taper pendant une seconde. Le silence était contagieux. Puis, la juge a levé les yeux, directement sur Walter. Sa voix n'a pas monté, n'a pas tremblé, mais les mots ont frappé comme une mèche qui s'allume. « Attendez, vous êtes le père légal ?» Walter n'a pas tressailli. Il n'a pas regardé Megan. Il n'a pas scié, a juste hoché la tête une fois, à peine perceptible. Le même hochement de tête qu'il a utilisé quand Daniel a frappé son premier coup de circuit en Ligue mineure. Le même hochement de tête qu'il lui a donné quand il a appris au garçon à garer une remorque en marche arrière dans une allée étroite. La salle d'audience s'est retournée. Toutes les têtes, celles de Tony, de Megan, de l'huissier, même de la greffière du tribunal, se sont tournées vers lui comme si elle venait de réaliser que le type qu'elle traitait comme une note de bas de page était en fait le titre de ce foutu livre. Le visage de Daniel est devenu blanc. Pas rouge de colère, pas rose de honte. Blanc. Comme si le sol venait de se fissurer sous ses pieds et qu'il décidait encore s'il fallait tomber ou courir. Megan s'est penchée vers son avocat et a murmuré rapidement et frénétiquement, « Il n'y a aucune chance que ce soit encore valide. » Il a signé ça quand Daniel avait 4 ans. Il ne s'est pas comporté comme un père depuis des années. Ça doit bien vouloir dire quelque chose, non? N'est-ce pas? Son avocat n'a pas répondu car même lui avait commencé à se pencher en avant sur sa chaise, parcourant le document comme s'il pouvait se réécrire sous ses yeux. La juge a laissé le silence s'allonger. Alors, Monsieur Holbrook, pouvez-vous confirmer que vous n'avez jamais résilié cette adoption ni demandé son annulation? Walter a répondu, calme comme toujours, c'est exact, votre honneur. Avez-vous déjà été informé par le tribunal que vos droits légaux avaient été annulés? Non, madame. Elle a tourné le document sur le côté, puis l'a redressé à nouveau. Le sceau doré était intact, émis par le comté, certifié, intact depuis plus d'une décennie. Puis le changement est venu, pas en volume, mais en gravité, car la juge a cessé de regarder Megan et Tony comme s'ils se battaient pour la garde. Maintenant, elle les regardait comme deux locataires se disputant une maison pour découvrir que ni l'un ni l'autre ne possédait l'acte de propriété. Megan a bégayé, il n'était même pas censé être là. Il est juste apparu. Il n'a pas été présent. Il n'a pas. Madame Lynn, l'a interrompu la juge, d'un ton sec. Il semble que vous ayez agi en supposant que la paternité légale nécessitait votre permission. Ce n'est pas le cas. Et jusqu'à ce que ce tribunal en décide autrement, Monsieur Holbrook est le seul parent légalement documenté avec une revendication de garde ininterrompue. Tony s'est levé d'un bond, poignardant l'air du doigt. C'est un coup monté. Il le savait. Il a attendu. C'est une sorte de vengeance. L'huissier est intervenu, monsieur, asseyez-vous. Tony s'est assis, mais le mal était fait. Pas par sa crise, mais par le silence de Walter. Le genre de silence qui parle plus fort que n'importe quel cri. Daniel s'est retourné sur son siège, les yeux fixés sur Walter, pas en colère, juste vide. Tu ne me l'as jamais dit, dit-il doucement. Walter n'a pas offert d'excuses. Pas de sermon paternel, pas de plaidoyer pour la compréhension. Je ne pensais pas que j'avais à le faire, a-t-il dit. Je pensais que l'amour suffirait. Megan avait l'air de vouloir crier ou pleurer ou arracher les pages des mains de la juge, mais tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est un murmure, ça ne peut pas être vrai. Mais c'était vrai. Et alors que la juge ajustait ses lunettes et griffonnait une note dans le dossier, toute la salle d'audience a finalement compris quelque chose. Walter n'était pas revenu se battre. Il n'était jamais parti. Et maintenant, la loi avait enfin rattrapé la vérité. Daniel n'avait pas dit un mot depuis plus de 10 minutes. Pas pendant l'examen par la juge du décret d'adoption. Pas pendant les objections hurlantes de Tony. Pas même lorsque la salle d'audience s'est vidée pour une pause. Il est resté assis, figé, les mains agrippées au bord de la table, les articulations pâles contre le bois. Le garçon qui avait un jour dit à Walter, « Reste en dehors de notre vie », ressemblait maintenant à un enfant à la dérive, ne sachant pas quels adultes autour de lui étaient des ancres et lesquels ne faisaient que le tirer plus profondément. Son monde s'effondrait en temps réel, et rapidement. Parce que Tony, il était fini. La juge avait demandé une vérification formelle des antécédents. Et au moment où ses chiffres de pension alimentaire impayés et ses ordonnances de protection ont été lus à haute voix, même l'avocat débutant de Tony a commencé à reculer du podium comme si le sol allait l'avaler lui aussi.
Megan, elle, était en vrille, faisant les 100 pas près des distributeurs automatiques à l'extérieur de la salle d'audience, chuchotant à tue-tête au téléphone à un deuxième avocat, peut-être un contact de relations publiques. Elle semblait plus bouleversée que Daniel ne l'avait jamais vue. Les cheveux en bataille, le mascara coulant, le blazer froissé sur les épaules. C'était la première fois qu'elle paraissait humaine depuis des semaines. Walter, pendant ce temps, était assis seul sur le banc de l'autre côté du couloir, les mains sur les genoux, le regard fixe. Pas de téléphone, pas de dossier, juste l'immobilité. Daniel a tout vu à travers la vitre. Pendant 17 ans, sa mère lui avait dit à qui faire confiance. Pendant 13 de ces années, cette confiance avait un visage, Walter, l'homme qui réparait la chaîne de son vélo à minuit, qui lui apprenait à se garer en créneau sans crier, qui s'est présenté à chaque réunion scolaire même après que Megan ait cessé de s'en soucier. Et puis, un jour, cette confiance a été effacée. Réécrite. Walter était l'ex de maman. Juste un fantôme silencieux en arrière-plan. Mais maintenant, Walter était le seul avec une légitimité légale. Pas d'ordonnance de protection. Pas de requête de garde en suspens pour examen. Pas de nuage d'instabilité. Daniel est sorti lentement, les pas incertains. Megan l'a remarqué et s'est précipitée pour l'intercepter. Daniel, a-t-elle sifflé? N'y va pas. Pas maintenant. Mais Daniel ne la regardait plus. Il s'est approché de Walter, la voix petite. Alors, tu pourrais me prendre? Walter n'a pas levé les yeux immédiatement. Quand il l'a fait, son regard n'était pas chaleureux, mais il n'était pas cruel non plus. Il était mesuré, honnête, d'une manière que Daniel n'avait pas vue depuis le divorce. Je pourrais, a dit Walter. La juge a demandé si j'y réfléchirais. Et tu le feras. Walter n'a pas répondu. Il a juste tourné les yeux vers Megan, qui s'approchait furtivement, agrippant son sac à main comme s'il contenait le dernier vestige de contrôle qui lui restait. Walter, a-t-elle commencé, d'un ton suppliant. Je sais que nous avons eu nos problèmes, mais s'il te plaît, tu sais que ce n'est pas bien. Tu sais qu'il est mieux avec. Avec quelle version de toi, l'a interrompu Walter, la voix égale. Celle qui est partie au milieu de la nuit ou celle qui poste des photos de randonnée pendant que ton fils est assis seul à la maison. Ce n'est pas juste, a lâché Megan, la panique s'infiltrant. Walter s'est levé. Non, ce qui n'était pas juste, c'est de m'effacer de sa vie comme si j'étais un professeur remplaçant. Tu as décidé que je n'avais pas d'importance. Tu n'as pas demandé. Tu n'as pas vérifié. Et maintenant tu veux me dire ce qui est bien. La voix de Megan a baissé, c'est brisé. Je suis sa mère. Walter a hoché la tête. Légalement? Non, plus maintenant. Pas jusqu'à ce que le tribunal en décide autrement. Elle l'a regardé, stupéfaite. Puis, plus doucement, s'il te plaît, fais ce qui est juste pour lui. Walter a soutenu son regard. Pas de jubilation, pas de venin, juste de la gravité. Tu as pris cette décision pour nous il y a des années. Il s'est tourné vers Daniel. Je ne suis pas ici pour punir qui que ce soit, a-t-il dit. Mais je ne passerai pas au second plan derrière quelqu'un qui a abandonné son poste à nouveau. Et sur ce, il est retourné dans la salle d'audience, laissant Megan figée dans le couloir. Daniel est resté là, le cœur battant, les fondations de sa famille, quelle que soit la version en laquelle il croyait, se transformant en poussière sous ses pieds. Car maintenant, pour la première fois, il a compris. Il ne s'agissait pas de choisir entre ses parents. Il s'agissait de réaliser lequel n'avait jamais cessé de le choisir, lui. La salle d'audience était aussi silencieuse qu'une morgue lorsque la juge est revenue de son cabinet, sa robe noire flottant comme une sentence finale sur le linoléum. Personne ne parlait. Même Tony avait finalement appris à se taire, bien que ce soit plus dû au sifflement de son propre avocat, ne dis pas un mot de plus ou tu seras déclaré coupable d'outrage, qu'à une quelconque prise de conscience de sa part. Megan était assise le dos raide, les yeux injectés de sang, une main agrippant ses cuisses si fort qu'elle tremblait. Son avocat, maintenant visiblement en sueur au niveau du col, tripotait un bloc-notes juridique qui n'avait plus rien d'utile à dire. Walter, lui, était simplement assis, comme il l'avait fait pendant 3 jours. Pas de théâtralité, pas d'air suffisant, les mains proprement croisées, attendant comme un homme qui connaissait déjà l'issue parce qu'il jouait un jeu plus long que quiconque dans la salle ne le réalisait. La juge s'est éclairci la gorge. Après examen des documents soumis,
y compris le décret d'adoption active de 2008, l'ensemble des antécédents parentaux vérifiés par le tribunal et les 2 requêtes de garde actuelles, le tribunal décide ce qui suit, on pouvait sentir l'oxygène être aspiré de la pièce. La requête de M. Tony Lin pour une garde partielle ou conjointe est rejetée pour cause d'instabilité chronique, de négligence démontrée et d'un historique d'ordonnances de protection et de pensions alimentaires impayées. Tony a fait un bruit à mi-chemin entre une toux et un reniflement, mais son avocat lui a mis la main sur l'épaule avant que cela ne se transforme en crise de colère. La juge a tourné son attention vers Meghan. La demande de Madame Meghan Lin pour la garde exclusive est suspendue en attente d'une évaluation psychologique et environnementale complète. La structure de votre foyer n'a pas été suffisamment documentée pour une réévaluation de la capacité parentale à ce stade. Meghan a haleté, de manière audible, les yeux écarquillés. Votre honneur, c'est... Asseyez-vous, Madame Lin, a dit la juge sans la regarder. Ce n'est pas une négociation. Meghan s'est assise. La juge a tourné la dernière page et s'est arrêtée. Puis elle a regardé Walter. Monsieur Holbrook, en tant que seul parti avec une désignation parentale légale active et non révoquée enregistrée depuis plus d'une décennie, et sans antécédent négatif à l'encontre de votre aptitude à la garde, ce tribunal vous offre formellement la responsabilité légale temporaire de Daniel Marcus Lin. C'était formulé comme une formalité, mais c'est tombé comme un maillet. Walter n'a pas réagi. Pas de larmes, pas de sourire triomphant, juste une lente expiration, comme s'il l'avait retenu pendant 13 ans et pouvait enfin en relâcher une fraction. Daniel, assis à 3 chaises de Meghan, n'a pas levé les yeux. Il a juste regardé droit devant, les coudes sur la table, les yeux vitreux comme quelqu'un qui avait enfin vu les ficelles derrière le rideau et réalisé que rien n'était ce qu'il semblait. Le ton de la juge s'est adouci, à peine. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la garde, monsieur Holbrook. Vous aurez 48 heures pour signer formellement la déclaration sous serment de tutelle temporaire. D'ici là, Daniel restera dans un arrangement de placement neutre sous la supervision du comté. Meghan a rouvert la bouche. La juge l'a interrompu d'un regard qui aurait pu geler de la lave. Walter a finalement parlé. Juste 5 mots. Je vais y réfléchir attentivement. C'était tout. Pas de long discours, pas de moralisation, juste un pouvoir calme et délibéré. Le genre de pouvoir qui n'a pas besoin d'élever la voix parce qu'il sait qu'il a déjà été entendu. Tony a repoussé sa chaise avec un grand raclement et est sorti en trombe. Personne ne l'a arrêté. Son avocat ne l'a pas suivi. Meghan s'est affaissée, la tête dans les mains. Et Daniel a lentement tourné la tête. Pas vers Meghan, pas vers la porte. Vers Walter. Pas avec peur, ni même avec espoir. Juste avec compréhension. Car dans une salle pleine de gens qui avaient prétendu l'aimer, se battre pour lui, le définir, un seul s'était présenté sans crier, sans exigence et sans qu'on le lui demande. Un seul avait eu toutes les cartes et les avait jouées avec patience, pas avec fierté. Le couloir s'est vidé lentement, comme l'air s'échappant d'un sac scellé. Tony avait disparu, probablement à la recherche d'un bar qui acceptait encore les cartes de crédit à découvert. Meghan était seule près du téléphone public, regardant dans le vide. Le mascara coulant comme de la peinture de guerre. Même son avocat n'était pas resté. Daniel est sorti le dernier. Il paraissait plus vieux que ce matin-là, comme si le poids de tout cela avait finalement atterri et que sa colonne vertébrale n'avait pas encore trouvé comment le supporter. Il est passé devant les bancs où sa mère s'asseyait pendant les matchs de foot, a passé les portes qui la laissaient maintenant à l'extérieur du futur même qu'elle avait tenté de façonner comme un tableau Pinterest. Et puis il a vu Walter, toujours près de la sortie. Toujours immobile, sans presse-papier, sans sac, juste les clés à la main et cette même vieille expression, mi-patience, mi-disposition calme à disparaître si on ne voulait pas de lui. Les chaussures de Daniel ont grincé alors qu'il s'approchait. Sa voix s'est brisée comme du bois sec. « Je ne savais pas, dit-il, à peine audible. Je pensais que tu nous avais quittés. » Walter n'a pas bougé. Il ne l'a pas grondé. Il n'a pas dit « tu aurais dû savoir » ou « tu n'as pas demandé » ou « tu as choisi son camp ». Il a simplement regardé Daniel, l'a vraiment regardé, et a dit « je ne suis jamais parti. C'est toi qui as fermé la porte, et c'est tout. » Il s'est retourné, a marché tranquillement jusqu'à son camion, s'est glissé sur le siège du conducteur et a démarré le moteur. Le son a résonné dans le parking presque vide. L'enveloppe avec les formulaires de tutelle reposait intacte sur le siège passager. Non signé, non refusé, juste là.
La décision n'était pas finale, pas légalement, mais émotionnellement, Daniel le savait. Meghan le savait. Même la juge probablement, si elle repassait la scène plus tard dans son esprit. Tout le monde l'a finalement vu. Indéniable, brut, permanent. L'homme qui s'est présenté sans fanfare. L'homme qui n'a rien dit pendant que tout le monde criait. L'homme qui a attendu sans amertume, agi sans ego et est parti sans chercher les applaudissements. C'était le vrai père. Et qu'il signe les papiers ou non, la vérité était déjà gravée, profonde, froide et irréversible.